député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui au sujet de ce projet de loi. Il est clair, une chose est très claire, c'est que les changements climatiques, c'est le véritable enjeu du siècle. En fait, c'est l'enjeu du millénaire. On a bien étudié ce projet de loi C12. On est favorable au principe pour cette unique raison qu'on ne peut pas être contre la vertu, bien sûr, mais on souhaite bien entendu sa bonification. Il faut que ça soit un projet de loi qui ait des dents. Tout comme la plupart des organisations qui sont vouées à la protection de l'environnement, nous, au Bloc, on accueille favorablement la venue du projet de loi qui était très attendu de la part du ministre de l'Environnement, mais on est un peu déçu de la faiblesse de la forme actuelle parce que l'objectif général d'une loi sur le climat, ça devrait être de rendre les gouvernements actuels et futurs responsables de leur action en matière climatique pour éviter l'échec répété en matière de réduction des émissions. Ça fait très longtemps qu'on apprend qu'il y a des cibles qui sont fixées, mais malheureusement, au fur et à mesure, on voit que souvent les cibles vont parfois être modifiées. Il y a eu des modifications à quelques reprises dans les 30 dernières années pour ensuite qu'on pense que les émissions baissaient, alors qu'en réalité, elles avaient augmenté par rapport à la première fois où on a commencé à se fixer des cibles. Et contrairement à la loi sur la responsabilité en matière de changement climatique, que le Bloc québécois, le C215, avait déposé en cette Chambre, la version actuelle du projet de loi C12, malheureusement, elle ne permet pas d'atteindre cet objectif. Il y a des changements majeurs qui s'imposent pour que C12 ait pour effet réel d'assurer le respect par le Canada de ses obligations au terme de l'accord de Paris. L'accord de Paris, d'ailleurs, dans ce projet de loi, contrairement à celui du Bloc, n'est jamais inscrit dans le droit canadien. Ça devrait l'être. D'abord, justement, le fait que la cible établie en vertu de l'accord de Paris ne soit pas incluse dans le projet de loi fait en sorte que ça ne fait que confirmer finalement l'engagement canadien à atteindre la carboneutralité en 2050. Le Bloc québécois, il estime que le projet de loi il doit inclure aussi une cible de réduction obligatoire de 30 % à l'horizon de 2030 par rapport au niveau des émissions canadiennes de 2005. Le projet de loi il devrait aussi prévoir l'établissement d'une cible intermédiaire à l'horizon de 2025. Ensuite, et c'est un des problèmes majeurs, c'est que le projet de loi établit aucun mécanisme crédible de responsabilisation par rapport à la réduction. La seule obligation au ministre qui est établie par C12, c'est celle de faire rapport. Donc finalement, c'est le ministre qui va évaluer lui-même c'est la progression de son travail et soumettre ses conclusions au public. Donc, finalement, le rôle qui est réservé par C12 au commissaire à l'environnement, dont le budget de fonctionnement devrait d'ailleurs être bonifié, c'est presque inexistant quand on pense à ça. Il y a des institutions, il y a des instances neutres, objectives, indépendantes qui devraient être utilisées, qui devraient être mandatées pour véritablement avoir des dents et forcer le ministre à rendre des comptes. Là, actuellement, le ministre ne rend des comptes qu'à lui-même. C'est pourquoi il faudrait, selon nous, qu'il y ait aussi un plan d'action et que les mesures prévues par le gouvernement soient examinées par cette autorité. Et on doit maintenant passer aux questions à l'honorable député. Questions et commentaires. Questions and comments. The honorable... Questions et commentaires, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon collègue. Je suis tout à fait déçue avec ce projet de loi. Il y a maintenant actuellement autour du monde quelques lois plus fortes d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande. Il y a les lois qui ont les vrais et les mesures fortes pour une garantie d'agir contre les menaces changement climatique. Nous avons ici dans C12 le plus faible projet de loi du monde. Pour mon collègue du Bloc québécois, qu'est-ce qu'il pense que pourquoi le ministre n'a pas fait une comparaison entre les lois mondiales pour choisir les mesures qui marchent? Ben, je crois que... L'honorable député... Les excuses. Non, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, en fait, avait encore du temps pour son discours. Je suis vraiment désolée. On n'a vraiment pas une très belle journée aujourd'hui. Donc...
Vous avez encore 6 minutes, en fait, pour votre discours, si vous voulez le compléter, et on reviendra à la question de l'honorable député de Saanich-Scofield. Alors, je poursuivrai là où nous en étions. J'étais moi-même un peu surpris. Je me dis, me semble qu'on n'en était pas rendu là. Alors, il faut donc qu'il y ait, que le projet de loi prévoie un plan d'action. Il faut qu'il y ait des mesures aussi pour qu'il y ait une examination par une autorité indépendante en fonction de l'atteinte des cibles et du respect des obligations du Canada en vertu de l'accord de Paris, qui est inexistant dans ce projet de loi-là. L'accord de Paris, on ne l'a pas signé juste pour faire une déclaration d'intention. Il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Le gouvernement, il doit écouter l'avis des principaux groupes environnementaux qui ont tous soulevé les lacunes importantes de ces 12. C'est aussi ce que Mme la députée du Parti vert, qui avait débuté sa question, soulignait également. Elle disait, donc, loi parmi les plus faibles au monde, et c'est vrai, malheureusement. La meilleure façon de faire, c'est de s'inspirer de la loi sur la responsabilité en matière de changement climatique que le Bloc a déposée et qui établit la cible de réduction obligatoire et qui institue, puis ça c'est très important, des vrais mécanismes de responsabilisation. L'objectif de ces 12, c'est pas de s'assurer le respect par le Canada de ses engagements internationaux, c'est plutôt de légiférer pour officialiser qu'il y a une cible de carboneutralité en 2050. Pourtant, c'est très clair dans le texte de l'accord de Paris que pour atteindre la carboneutralité en 2050, donc à la moitié de ce siècle, il faut d'abord parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre, et ce, le plus rapidement possible. Puis l'objectif d'une loi climat, c'est pas de soutenir les efforts du gouvernement. Puis la manière que ça nous est présenté en ce moment, c'est exactement ça. C'est un soutien aux efforts du gouvernement. Alors que ça devrait être d'obliger le gouvernement à respecter ses engagements, de le contraindre à ne plus échouer. Puis je me souviens dans le début des débats en cette Chambre concernant ce projet de loi-là, on nous disait mais il faut se garder une marge de manœuvre politique. Mais la marge de manœuvre politique ne disparaît pas. Une loi, ça peut s'abolir. C'est beaucoup plus difficile, bien entendu, que de tout simplement donner laisser la marge de manœuvre comme l'actuel projet de loi le fait. Sauf que je crois que c'est normal aussi qu'un gouvernement qui voudrait réduire, qui voudrait revoir à la baisse les objectifs réels en matière d'émissions de gaz à effet de serre ait une marche à suivre qui soit beaucoup plus ardue que de pouvoir tout simplement le faire le cœur léger. Nous, dans notre projet de loi, on voulait qu'en 2030, il y ait un objectif de 30 % par rapport au niveau des émissions canadiennes de gaz à effet de serre de 2005. C'est l'accord de Paris. Mais dans le projet de loi du Parti libéral, le ministre établit la cible d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030 dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Donc, finalement, il n'y a pas de cible dans la loi. Il n'y a aucune cible de réduction obligatoire établie dans la loi. Et ces 12 prévoient que le ministre annonce de nouvelles cibles. Moi, je me demande, regardez, le discours du trône affirme que le gouvernement va mettre en place un plan qui va permettre de surpasser les objectifs climatiques du Canada pour 2030. Le premier ministre répète sur toutes les tribunes que l'objectif va être surpassé. Mais si le gouvernement est si sûr de dépasser la cible de réduction pour 2030, pourquoi ce n'est pas inclus dans le projet de loi? Quand on est sûr à ce point-là que ça va arriver, je pense qu'on ne craint rien de l'inscrire dans la loi. Il ne devrait pas avoir de problème à ça, surtout si on craint qu'à l'avenir, ça puisse ne pas être respecté. On l'inscrit également dans une loi. Bon. Aussi, un problème au niveau des rapports, c'est que le ministre doit établir des cibles pour les années jalons, mais c'est des années qui ne sont pas spécifiées. Les cibles sont établies une à la fois, au fil du temps, 5 ans avant le début de l'année jalon qui est visée. Donc, la première cible devrait être celle de 2035 et serait établie ultérieurement à 2030. Question qu'on peut se poser, si le rapport d'étape vise déjà à évaluer la protection intermédiaire, mais pourquoi l'objectif d'évaluation, l'exercice d'évaluation, ne serait pas plutôt annuel, suivant la soumission de chaque inventaire à la Convention? Maintenant, ensuite, au niveau aussi de la place du commissaire, je vous en parlais dans ma petite introduction tout à l'heure, il n'est pas spécifié que les mesures doivent être évaluées en fonction de la capacité du Canada de respecter l'accord de Paris. Mais pour que la loi ait véritablement comme effet de s'assurer que l'action gouvernementale permette au Canada
d'atteindre ses cibles et de respecter ses engagements internationaux, il faut que le rôle du commissaire à l'environnement soit d'évaluer si les mesures prévues permettaient au Canada d'atteindre les cibles et à quel point l'atteinte de celles-ci allait permettre au Canada de respecter ses obligations au terme de l'accord de Paris. Maintenant, ensuite, il faut que le Parlement puisse s'assurer que le gouvernement agisse de manière à respecter l'engagement international du Canada. Il faut que la loi comporte une cible obligatoire pour 2030. Si la seule garantie valable et suffisante de la réussite du Canada en matière climatique, c'était uniquement la bonne foi du gouvernement libéral, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une loi cadre sur le climat? C'est une réelle question qu'on peut se poser. Le gouvernement ne peut pas à la fois affirmer que le projet de loi C-12 comporte des mesures contraignantes et affirmer que la seule contrainte valable, ça soit le résultat des élections. Nous, on est tout à fait disposés à collaborer avec le gouvernement, les partis d'opposition, les groupes environnementaux et la population pour que le projet de loi C-12 soit modifié de manière qu'il assure véritablement le respect par le Canada de ses engagements internationaux sur le climat. Mais il y a un problème au fait qu'il y a une loi maintenant où le mandat de l'organisme est fixé par le ministre et puisse être modifié par lui en tout temps. Dans la forme actuelle du projet de loi, le rôle de l'organisme consultatif est restreint à fournir des conseils sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Le fait que les experts ne soient pas mobilisés pour fournir des avis sur les objectifs à court terme, sur les cibles intermédiaires et sur l'objectif de 2030, c'est une illustration supplémentaire du fait que le gouvernement ne saisit pas le concept d'urgence climatique et n'a pas pour priorité la réduction rapide des émissions de GES au Canada. Oui, je remercie le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte pour son discours. Pour la période de questions, je vais demander à la députée de Saanich-Gulf Island de reprendre sa question. Merci. Donc, merci mille fois. Ma question vers mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte, c'est simple, c'est clair. C'est que maintenant, nous avons actuellement au Canada, dans C12, la loi la plus faible du monde pour la question de l'imputabilité du gouvernement d'agir contre la grande menace d'urgence climatique. Il y a les autres lois, comme la loi de 2008 en Angleterre, très fort, qui est un résultat dans les réductions d'émissions. Et il a gagné les cibles chaque année après chaque année, pas ici au Canada. Et je demande à mon collègue qu'est-ce qu'il pense de les raisons pour lesquelles le ministre, c'est clair qu'il n'a pas étudié les autres lois plus fortes autour du monde. Donc, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Pardon, Monsieur le Président, j'étais de mon excès d'enthousiasme. Je n'ai pas attendu que vous me donniez la parole. Je vous fais mes excuses. Écoutez, on a vu récemment lors du congrès des libéraux que les libéraux ont voté contre la proposition de son aile québécoise visant à favoriser les énergies vertes et à faire cesser les subventions aux énergies fossiles. Donc, malgré toutes les belles intentions affichées là, et les beaux discours, le Parti libéral a rejeté cette proposition. Or, il est clair que la transition ne doit pas passer par une augmentation des subventions aux combustibles fossiles, comme c'est le cas actuellement. On sait qu'il y a malheureusement trop souvent dans les gouvernements canadiens, et peu importe de quel gouvernement canadien il s'agit, des belles intentions. Or, comme la députée l'a si bien dit, on n'a pas vraiment étudié ce qui se faisait ailleurs, on n'a pas étudié ce qui se passait correctement. Espérons maintenant que l'étude approfondie en comité permette de l'amender et de le bonifier. Merci le député. Question commentaire, l'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement. Pardon. Thank you very much, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur l'importance du fait que le gouvernement national travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les autres parties prenantes pour faire avancer les choses. En matière de loi sur la carboneutralité, je pense que la loi est ambitieuse, robuste et qu'elle va répondre aux attentes
des Canadiens. Le député ne serait-il pas d'accord avec moi pour dire ce qui suit? Ottawa, en travaillant de concert avec d'autres gouvernements, sera mieux en manière de travailler, d'atteindre les objectifs. On est tout à fait d'accord qu'il faut travailler avec le Québec. Ça fait partie de... Et par les provinces et les entités, les différents paliers, la question n'est pas là. Ça fait même partie de notre ADN de le prôner. D'ailleurs, on aimerait bien qu'il y ait compétences exclusives sur les questions environnementales du côté du Québec, bien sûr. Et je crois que travailler avec les provinces, ça implique, par exemple, de ne pas imposer des projets pétroliers lorsque les provinces n'en veulent pas. Commentaire, l'honorable député de Skeena-Buckley Valley en 30 secondes, si possible. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup à mon honorable collègue de ses remarques. Je l'ai écouté avec attention et je suis d'accord avec une bonne part de ce dont il a parlé. Oui, il faut absolument renforcer cette loi sur la reddition de comptes. Est-il en mesure de dire à la Chambre quels sont, selon lui, les changements qui apporterait le plus? Quels amendements on pourrait apporter au projet de loi pour renforcer? L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, assez rapidement, si possible. Oui. Monsieur le Président, écoutez, pour être rapide, je dirais tout simplement que la plupart des éléments se trouvaient dans le projet de loi que le Bloc avait déposé, c'est-à-dire qu'il faut une vraie reddition de comptes, il faut une vraie entité qui assure le contrôle et la surveillance, il faut des cibles pour 2030. Autrement dit, on ne peut pas être seulement dans les intentions et laisser le ministre lui-même faire sa propre auto-évaluation. Il faut qu'il y ait une surveillance réelle d'une entité indépendante et des cibles beaucoup plus contraignantes.